Alors bonjour, voici une nouvelle vidéo de gestion qui est adressée principalement à mes élèves de première STMG, mais enfin si vous n'en faites pas partie, ce n'est pas grave, on peut toujours apprendre tous les jours. Allez, on décolle tout de suite. Alors cette fois nous sommes dans le thème 3, gestion et création de valeur, et on attaque le chapitre 10, les activités de gestion. Et cette fois on est dans la deuxième partie, donc le petit b. Alors on va aborder les documents commerciaux, un peu plus en particulier. Alors dans les documents commerciaux, on va encore faire une petite carte mentale très rapide. Le premier qu'on a vu, eh bien, c'est le devis. Le devis, regardez, je l'ai représenté en bleu, sur fond bleu, puisque c'est un document fournisseur. Le devis, en fait, comme on a vu, c'est une sorte de proposition, de tarification et des besoins du client. Le devis, il a une validité temporaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en principe, lorsqu'un professionnel établit pour vous un devis suite à une demande, en principe, ce devis est valable peut-être quelques semaines, un mois ou deux, puisque ensuite, la situation peut changer. Si vous n'amenez pas votre voiture à se faire réparer, par exemple, les choses peuvent empirer, ou alors des prix peuvent varier, des prix des pièces, etc. Donc le devis, si vous voulez, il est valable de façon temporaire. Ok ? De même que des offres promotionnelles, par exemple, dans un magasin. Voilà. C'est un petit peu du même ordre. Alors ensuite, le deuxième type de document que cette fois j'ai mis sur un fond mauve, puisque ça concerne un petit peu le client, c'est le bon de commande. Alors le bon de commande, on pourrait dire, voilà, je vous ai fait encore une fois une petite définition donc très compacte. Le bon de commande, c'est une demande formelle du client au fournisseur avec tous les détails des produits ou des services et les conditions qui ont été établies. Donc si vous voulez, le bon de commande, il y a une sorte de ping-pong qui s'établit au départ entre le fournisseur et le client. Ils veulent se mettre d'accord sur les différentes choses à mettre en place dans le cadre du contrat. Et puis, bon, à un moment donné, le client se décide et il va signer, il va faire un bon de commande donc clair qui va dire bon, ben, je veux ceci, cela, à telle date, etc. Pour que les choses soient bien claires. Si vous voulez, à un moment donné, les négociations ou les pourparlers, comme on dit ça de façon juridique, eh bien, à un moment donné, il faut pouvoir les cesser. Il faut commencer et puis on acte ça vraiment avec un document écrit. Et donc là, on a le bon de commande, si vous voulez. Ensuite, on a le bon de livraison. Donc là, le fournisseur, il a reçu son bon de commande de la part de son client. Il sait que donc il est engagé dans une relation contractuelle de longue durée, en principe, un petit peu plus long. Il y a plusieurs choses à engager et à livrer. Notamment pour un chantier, par exemple. Lorsqu'on construit une maison ou un immeuble, eh bien, le fournisseur doit amener des pièces à plusieurs moments du chantier. Donc pas tout à la fois, avec des camions qui arrivent. Et puis le chauffeur du camion descend, il fait signer le bon de livraison. Ou alors le client, le représentant du client, vérifie qu'il y a tout bien, etc., qui a été livré en temps et en heure. Si vous voulez, ça fait partie de la mécanique de la relation commerciale qui se fait tout le temps sur la base de plusieurs écrits. Donc le bon de livraison, c'est donc un document fournisseur, je l'ai mis en bleu aussi, vous voyez donc devis en bleu et bon de livraison sur fond bleu. Ce bon de livraison accompagne les biens livrés et il est utile pour gérer les stocks. Alors les stocks, si vous voulez, c'est tout ce qui concerne les entrepôts, tout ce qui est entreposé, que ce soit chez le fournisseur et chez le client, et qui sert à la production, qui est réinjecté dans la production, dans le processus de production. Et ensuite, le fameux dernier document qui s'appelle la facture. La facture, donc, c'est encore un document fournisseur. Si vous voulez, c'est surtout le fournisseur qui fournit les documents. Et donc là, la facture, si vous voulez, elle a plusieurs particularités d'ordre juridique. Donc, c'est celle qui acte le transfert de propriété. Donc, il y a bien un transfert de propriété du fournisseur vers son client. Donc, le client devient propriétaire de la chose qui a été achetée. D'accord ? Et ça, c'est la preuve de la transaction commerciale. Voilà, preuve de la transaction commerciale. Donc la transaction, ça veut dire qu'il y a deux actions simultanées, la chose est transférée et le prix est payé. Alors quelquefois, ça ne se passe pas exactement dans le même temps. Donc c'est pour ça qu'il y a, si vous voulez, ce genre de mécanique des papiers qui circulent de l'un et à l'autre parce qu'on a découpé le moment du paiement et du transfert de propriété dans le temps. Alors il y a deux types de factures. La première, on l'appelle la facture doit. Donc du verbe devoir. Vous me devez de l'argent. Ou le client me doit de l'argent. C'est la facture normale qui est rédigée par le fournisseur et qui est envoyée au client. La facture, elle peut être envoyée par exemple avec le bon de livraison ou alors à la suite de plusieurs bons de livraison, suivant ce qui a été établi, si vous voulez, entre le client et le fournisseur. Là, sur la base d'un contrat. Vous voyez, le contrat, c'est vraiment un papier qui permet
une emprise sur le temps et sur l'espace. C'est-à-dire qu'on essaye de maîtriser à peu près tous les paramètres pour se mettre d'accord. Et puis surtout, on essaie de se mettre d'accord au cas où il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un problème? Donc ça, c'est la première facture. La facture doit. C'est celle qu'on voit de façon habituelle, normale. Maintenant, il y a la facture d'avoir. Alors la facture d'avoir, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire. Donc sur la facture, on peut très bien dire que vous me devez de l'argent. Donc là, c'est une facture doit. Mais à l'inverse, si vous voulez, le fournisseur doit de l'argent au client. Elle traduit une diminution de la créance due par le client à la suite d'un retour de biens ou d'une réduction supplémentaire. Bon, imaginons que par exemple, on va reprendre l'exemple de l'association qui fabrique des meubles. Bon, vous avez commandé, je ne sais pas, un certain nombre de planches, et puis on vous a livré par erreur des planches dont vous n'avez pas besoin. Et vous avez payé de bonne foi, si vous voulez. Puis vous êtes rendu compte de votre erreur, bon, vous parlez à votre fournisseur, bon. Le fournisseur te dit, bon, bah, très bien, je vais te faire une facture d'avoir. C'est-à-dire que sur la prochaine facture, eh bien, je vais te mettre que je te dois de l'argent et donc tu me dois plus autant d'argent. Si vous voulez, du point de vue du client, le client, en principe, lorsqu'il reçoit une facture, il a une dette envers son fournisseur. Inversement, cette somme d'argent, c'est une créance pour le fournisseur. D'accord ? Donc le client, il est débiteur, si vous voulez, d'une dette par rapport à la facture jusqu'à ce qu'il la paye. Et de l'autre côté, le fournisseur, lui, il est créancier d'une créance. Si le client doit de l'argent, c'est une créance pour le fournisseur. Et donc, si il a payé en trop, cette créance va diminuer. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, mais de toute façon, ça se comprend assez bien, si vous voulez. Là, dans le cas des planches, bon, il va rendre les planches et puis on va lui déduire tout simplement la somme à payer sur la prochaine facture. D'accord ? C'est ça ce qu'on appelle une facture d'avoir. Une facture d'avoir, si vous voulez, c'est une facture négative, entre trois paires de guillemets. D'accord ? Une facture négative, c'est-à-dire qu'on va enlever de la dette du client. La facture d'avoir, elle reprend toutes les conditions initiales, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle reprenne, si vous voulez, la facture doit qui était au départ, et puis qu'elle l'annule petit à petit. Parce qu'il faut le voir, on verra ça en comptabilité, il faut solder tous les comptes qu'il y avait avant, c'est-à-dire qu'il faut les rendre à zéro. La facture qui était mauvaise, entre guillemets, elle doit être remplacée par une facture d'avoir qui va la déduire, l'annuler, pour que la comptabilité soit complètement à jour. Alors maintenant, les mentions obligatoires sur la facture. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'informations qui doivent exister sur la facture pour qu'elle soit valable. On va voir tout de suite lesquelles. Alors un numéro, en général, bon c'est tout bête, mais il faut qu'il y ait un numéro unique. C'est-à-dire que une entreprise, une association, une organisation, elle peut émettre des factures. Alors ça peut être des dizaines de factures, des centaines de factures, mais des milliers de factures. Hein, et puis aussi sur plusieurs années. Donc il faut qu'elle soit clairement identifiée par un numéro unique. Une date. Bon, évidemment, une date, c'est toujours important d'avoir une date. Les coordonnées du fournisseur. Oui, il faut qu'on sache clairement quel est son numéro, quelle est son adresse, quel est son code postal, quel est son numéro de téléphone, etc. Toutes les informations qui permettent d'identifier clairement le fournisseur. La même chose pour le client, vous voyez, fournisseur-client. Il faut que ce papier, en fait, soit opposable à tout le monde, qu'on puisse voir clairement qui a fait quoi. Ensuite, les conditions de règlement, le délai, la réduction en cas de paiement anticipé. Hein, on verra ça un petit peu plus tard, mais si votre client il paye beaucoup plus tôt que ce qui est prévu, on peut le récompenser d'une certaine manière. Hein. C'est ce qu'on verra dans les conditions de paiement. Il y a certaines pratiques dans certains domaines de l'économie où, par exemple, on paye à 30 jours, ou à 60 jours, ou à 90 jours. C'est-à-dire que le fournisseur livre quand même la chose qui a été demandée. En général, ce sont des biens, on va dire. Mais le client, lui, il le paye bien après. 30 jours, 60 jours, 90 jours, c'est presque pratiquement du crédit qui est fait pour le client. Donc ça peut créer des difficultés. Et donc le fournisseur, il peut avoir intérêt dans ce cas-là à récompenser les bons clients, ceux qui le payent bien avant. Les informations détaillées des produits, bien évidemment, voilà, le nombre de planches, le nombre de clous, le nombre etc., leur spécificité technique, pour que ce soit clair, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Parce qu'en général, lorsqu'il y a un accord entre les parties, ce ne sont pas eux qui traitent généralement. Voilà, vous avez des employés qui sont dans tel endroit, qui reçoivent des colis qui ont été préparés par d'autres employés qui ne savent pas, etc., ce qui s'est exactement passé. Donc il faut que tout soit bien noté. Maintenant, les informations détaillées des produits. Donc en principe, on reçoit des produits. Qu'est-ce qui peut figurer ? Donc on a vu les factures. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut figurer sur les produits au sein de la facture, hein ? La désignation, ça veut dire la description du produit en question. D'accord ? Bon, courte, c'est pas du lyrisme, hein, c'est quelque chose d'un peu télégraphique, mais il faut que ce soit clair. La quantité, voilà, combien vous avez livré de planches, hein, 30, 50, 10 millions.
Voilà, il faut que ça soit clair. Le tarif unitaire acheté. Acheté, ça veut dire hors taxe. D'accord? Donc, puisqu'on est dans une entreprise, par exemple, on facture du hors taxe et ensuite on calcule les différentes taxes dessus qui sont dues à l'État ou aux collectivités locales. Le tarif total hors taxe. D'accord? Donc, il faut faire la somme de tout ça. C'est essentiellement, on va dire, des additions, des multiplications. Les réductions qui sont accordées. On verra qu'il y a des réductions commerciales, on va les voir tout de suite après. La TVA, ça veut dire la taxe sur la valeur ajoutée. Ce qu'il faut bien comprendre, ce que c'est la valeur ajoutée, en fait, c'est qu'à chaque fois, si vous voulez, dans la chaîne de production, lorsque vous allez des matières premières jusqu'au produit fini, à chaque étape, on rajoute de la valeur. Prenez un exemple. Lorsque vous avez des matières premières, vous êtes dans une entreprise agroalimentaire, d'accord? Vous recevez du blé, des céréales, eh bien vous allez les transformer en céréales à boire pour les enfants, pour les adultes, etc., en muesli, des choses comme ça. Il y a une transformation. On rajoute de la valeur au blé, hein, aux céréales. Vous n'allez pas manger votre maïs comme ça. Il faut le transformer, il faut le cuire, il faut le souffler, etc., il faut l'empacter. Voilà. Donc ça, c'est de la valeur ajoutée. Donc ça, par rapport au prix de départ, où vous avez acheté votre matière première, eh bien vous avez rajouté de la valeur et sur laquelle on va pouvoir calculer une taxe. Voilà. Ensuite, le montant TTC, toute taxe comprise ou net à payer, c'est-à-dire qui est dû par le client au fournisseur. Voilà, il faut bien que on voit à la fin de la facture clairement, je dois payer quoi? Alors parce que ça fait pas mal de lignes, etc., pas mal de colonnes. Voilà, vous devez ça. Alors maintenant, une petite diapositive sur les réductions commerciales. Alors les réductions commerciales, qu'est-ce que ça peut être? Il y en a plusieurs types, essentiellement, il y en a 3, on va voir. Alors elles sont calculées sur le montant brut. Brut, c'est-à-dire qui sortent de l'usine, hein, qui sortent de la production, c'est combien ça vous a coûté. Et les unes après les autres, en cascade, toujours. Voilà, vous faites une réduction, donc vous obtenez le montant de la réduction, et si vous faites encore une autre réduction, vous calculez sur le résultat de la première opération. Et ainsi de suite. Alors d'abord la remise, qu'est-ce que c'est? Alors remise, rabais, ristourne, hein, il faut les 3 R, essayez de les retenir. Remise, donc quand le montant commandé est important ou que le client est fidèle. Voilà, donc vous avez quelqu'un qui commande chez vous souvent, etc. Vous êtes content parce que avec le chiffre d'affaires qu'il vous apporte, eh bien, vous pouvez continuer à augmenter votre activité, vous pouvez embaucher, etc. Donc là, vous lui accordez ce qu'on appelle une remise. C'est fait pour le récompenser. Le rabais. Alors le rabais, c'est lorsqu'il y a un défaut sur les produits ou des erreurs sur la livraison. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. On est humains, tous. Donc par exemple, il y a eu un problème sur telle planche ou sur telle télé ou sur telle... voilà. Et vous la remplacez ou voilà, vous voulez compenser la perte de qualité qui n'est pas imputable au client, hein, qui est de votre faute à vous, d'accord? Ou des erreurs de livraison, voilà, vous êtes trompé dans la couleur ou dans le nombre de pièces que vous deviez livrer. Bon, voilà, c'est un rabais. Alors remise, c'est la récompense, rabais, c'est pour corriger une erreur, une faute. Ristourne. Alors, en fonction des montants totaux des opérations réalisées sur une période, mois, trimestre ou année. Là, la ristourne, si vous voulez, c'est un peu plus spécifique, c'est un peu plus lié à un volume d'activité. D'accord? C'est légèrement différent de la remise. La suite de nos réductions commerciales. Alors, on peut aussi accorder ce qu'on appelle une réduction financière. J'en parlais un petit peu avant, donc c'est un escompte, l'escompte de règlement. Un escompte, ça veut dire que, voilà, en principe, votre client doit vous payer à 30 jours, par exemple, ou à 60 jours, et il le fait avant. Et là, vous pouvez dire, moi je l'ai vécu en Allemagne, par exemple, lorsqu'on payait avant, on pouvait déduire soi-même, le client pouvait déduire 1% s'il payait plus tôt. Et donc, si vous voulez 1%, ça peut paraître pas grand-chose, mais si vous avez un grand volume de clients, ça peut représenter pas mal pour eux et pour vous. Et donc, ça facilite le paiement, vous avez de l'argent plus tôt et donc vous avez une meilleure trésorerie. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle l'escompte. On répète, donc quand le client paye comptant ou avant l'échéance prévue. Et il se calcule, l'escompte, après les réductions commerciales. Donc voilà, si vous faites partie de mes élèves de première STMG, vous avez un petit quiz à remplir, un quiz qui ne sera pas noté, mais qui vous aidera à progresser, je l'espère. Et puis sinon, si ce n'est pas le cas, je vous dis de toute façon, à bientôt, à la prochaine vidéo. Allez, salut!